Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie, une vidéo rapide pour vous parler d'un dilemme éthique. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de groupes placebo, de groupes contrôle. Alors vous savez, j'ai fait une vidéo sur la méthodologie en sciences et le niveau de preuve en médecine. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, mais je vais essayer de vous expliquer les choses simplement. En ce moment, il y a tout un débat sur faut-il avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe où les gens vont ne pas recevoir de traitement, pour savoir si un traitement fonctionne dans le coronavirus. Alors, le dilemme éthique, c'est de se dire que si on pense qu'un traitement est peut-être efficace parce qu'il y a eu des études précliniques qui ont été faites soit chez l'animal, soit en culture, c'est-à-dire sur des cellules humaines dans des boîtes de pétri, et on suspecte pour diverses raisons qu'il pourrait être efficace donc chez l'être humain dans le coronavirus, est-ce qu'il est éthique d'exposer les gens au risque de tomber dans le groupe contrôle, c'est-à-dire dans un groupe où ils vont prendre un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, alors qu'il pourrait justement être dans le groupe qui va recevoir un traitement dont on pense qu'il pourrait être efficace. Et donc la question c'est est-ce que c'est éthique ou pas. Alors vous savez que ceux qui défendent l'hypothèse que ce n'est pas éthique prennent souvent l'exemple du parachute, c'est-à-dire qu'ils disent il n'y a jamais eu aucune étude randomisée contrôlée qui a permis de montrer que le parachute était plus efficace que pas de parachute. C'est vrai, personne n'aurait l'idée saugrenue de se dire on va prendre 100 personnes, on va les tirer au hasard, la moitié sautera sans parachute et la moitié sautera avec un parachute, et on verra là, effectivement, dans des situations comparables, si le parachute est plus efficace. Parce que si on ne fait pas de groupe contrôle, on ne sait jamais, peut-être que peut-être qu'une étude observationnelle où on donne un parachute à tout le monde va avoir de très bons résultats parce qu'en fait, on a sélectionné des gens qui allaient mieux que les autres, on a sélectionné des gens plus résistants, avec des os plus résistants, enfin, on peut imaginer un nombre incalculable de trucs. Et effectivement, on peut imaginer, parce que justement, l'intérêt de contrôler une étude, de faire un groupe contrôle et de le randomiser avant, c'est d'éliminer un certain nombre de biais. Notamment les biais que je viens de vous donner en exemple, je sais pas moi, là, pour les mecs qui sautent en parachute, peut-être qu'ils sont plus solides, etc., etc. Bon. Et donc, l'argument, encore une fois, de ceux qui sont contre le groupe contrôle, c'est de dire que quand on a un risque de mortalité élevé, il n'est pas éthique de ne pas de prendre le risque qu'une personne ne reçoive pas un traitement dont on pense, en raison des études précliniques, qu'il pourrait être efficace. Bon. Donc ça, c'est un argument qui c'est absolument pas faux en fait, c'est tout à fait exact. Simplement, ça dépend un peu de l'individu, ça dépend de la gravité du trouble en fait et de la maladie. Comprenez bien que si effectivement c'est une maladie où il y a 100% de mortalité, eh bien, il est absolument pas éthique de faire un groupe contrôle, parce que vous avez une certitude que la personne va mourir, et dans le groupe qui recevra un traitement, eh bien, de toute façon, vous ne pouvez pas aggraver les choses. Donc, vous prenez absolument aucun risque, et dans ce cas, il ne serait pas éthique de faire une étude randomisée contrôlée en double aveugle. Et dans ce cas-là, les études observationnelles seraient beaucoup plus éthiques, et le risque, de toute façon, serait égal à 0, puisqu'on ne peut pas faire plus que 100% de mort. Bon. Donc ça, c'est une chose qui est évidente pour une situation aussi évidente que ça, mais pour d'autres situations, c'est pas forcément le cas. Et donc, cette vidéo, c'est pour moi, je me suis dit, mais pour moi, à titre individuel, parce que la médecine, c'est quand même un truc qui se fait à deux entre un docteur et un patient. Et même une recherche clinique, c'est un truc qui se fait à deux entre l'investigateur et le patient qui va décider ou non de rentrer dans le protocole. Donc, je me suis dit, moi, en tant qu'individu, où est-ce que je mettrais le curseur pour accepter ou non de prendre le risque de tomber dans un groupe contrôle. Et ensuite, je me suis posé cette question à moi, j'ai répondu, et ensuite, je me suis dit, mais est-ce que ce serait la même chose pour mes enfants, par exemple? Où est-ce que je mettrais le curseur pour accepter que mes enfants rentrent dans une étude au risque de tomber dans le groupe contrôle sans traitement? Et donc, je me suis dit, et je me suis rendu compte que c'était pas le même chiffre. C'est pas le même pourcentage de mort, de risque de mourir. Et donc, je voulais vous inciter à vous poser, vous, la question, à partir de quand c'est pas éthique pour un individu donné? C'est-à-dire que pour vous, à partir de quand vous allez considérer que vous allez refuser de prendre le risque de tomber dans le groupe contrôle? Parce que c'est ça, finalement, le fin mot de l'histoire. C'est pas tant ce que les chercheurs de leur côté décident de ce qui est éthique ou pas. C'est ce que les gens sont prêts à accepter ou pas. Parce que, encore une fois, on parle d'individus qui vont prendre une décision. Dans les études en question, les gens parlent études. Mais derrière les études, c'est des gens, des vrais gens, qui prennent ou pas le traitement. Des vrais individus. Et donc, à qui on a toujours, sauf vraiment, je sais pas dans quel pays ou dans quel mafieux pourrait faire autrement, mais on a toujours très bien expliqué aux gens dans les protocoles de recherche ce à quoi ils s'exposent. Donc, les gens font les choses en connaissance de cause, c'est pas des idiots. Donc, la question c'est vous, ou moi, ou pour vos enfants, ou pour mes enfants, à partir de quand vous considérez qu'il n'est plus acceptable
de prendre le risque de tomber dans le groupe placebo. À partir de quel pourcentage de risque de mort vous considérez qu'il n'est plus acceptable de tomber dans le groupe placebo? Alors, moi j'ai une réponse pour moi, j'ai une réponse pour mes enfants, et qui n'est pas la même évidemment, et vous imaginez bien dans quel sens, à quel point je suis plus exigeant pour mes enfants que pour moi. Mais c'est ça la réalité de la question. C'est pas que purement un débat d'experts. Alors moi j'entends tout de suite les experts dire oui mais attendez, pour sauver l'humanité, il faut être sûr de ce qu'on fait, et donc à ce moment-là, une étude randomisée contrôlée en double aveugle est bien plus efficace, et donc on perdra beaucoup moins de temps à faire tout de suite une étude randomisée contrôlée en double aveugle contre placebo que de faire 40 études observationnelles. Voilà, et ça techniquement c'est tout à fait vrai. C'est vrai à une seule condition, c'est que la mortalité de la maladie en question ne soit pas trop élevée trop rapidement. Parce que sinon, il faut quand même un peu plus de temps pour faire une étude en général randomisée contrôlée en double aveugle et pour pouvoir en déduire des informations sûres. Et donc, effectivement, si la mortalité est très rapide, très élevée, parce qu'il y a une contagiosité très élevée, très rapide, je sais pas moi, imaginez un Ebola qui serait très contagieux. Ce qui est pas tout à fait le cas, parce qu'Ebola c'est quand même contagieux, mais les gens meurent tellement vite qu'ils ont assez peu de temps pour transmettre la maladie. Mais imaginez un Ebola avec une longue durée d'incubation et très contagieux. Et à ce moment-là, là, il est hors de question de faire des études randomisées contrôlées en double aveugle. Ce serait complètement pas éthique. Même si, je veux dire, quelle que soit la situation, ce serait pas éthique. Voilà. Mais effectivement, pour d'autres situations, avec moins d'urgence, moins de caractère d'urgence, une mortalité plus faible, une contagiosité plus faible, eh bien, effectivement, ça se discute. Et moi, je suis tout à fait prêt à en discuter. Mais rappelons quand même que ce n'est pas toujours la meilleure solution que de faire une étude randomisée contrôlée en double aveugle, parce que voilà, encore une fois, il y a des situations, et je viens de vous emmener un exemple, où ça ne serait pas du tout éthique, et que ce n'est pas comme ça qu'on sauverait le plus de gens. Même si je suis tout à fait d'accord, j'ai vu une vidéo récemment de Science for All, de un monsieur qui s'appelle Lee, que vous connaissez certainement, qui est vraiment super, qui est un des vulgarisateurs en sciences que je préfère. Je les aime presque tous, alors c'est facile, mais en tout cas c'est un de ceux que je préfère. Son analyse, elle est très juste. Il est beaucoup plus malin que plein d'autres gens qui sont complètement obsédés par les études randomisées contrôlées en double aveugle. Il a réussi à mettre de la nuance, à expliquer à quel point on avait des outils statistiques qui permettaient de prendre des décisions plus pertinentes que d'attendre bêtement X études randomisées contrôlées en double aveugle, et ça c'est extrêmement bien. Mais dans l'analyse, il a vraiment oublié ce point qui est celui de la mortalité, de la rapidité de la mortalité, parce que avec une rapidité de mortalité très élevée, eh bien à ce moment-là, parfois une étude très bien faite, très bien menée, en éliminant tous les biais, n'est plus éthique et ne sauvera pas forcément plus de monde. Mais ça dépend encore une fois de la contagiosité. Dans cette histoire de Corona, on n'est pas, à mon avis, on n'est pas dans une contagiosité, on a une contagiosité très élevée, mais une mortalité qui est manifestement relativement faible, autour de 0,4-0,5% en testant la totalité des populations. Après, si on teste que les personnes très sévères ou très malades, forcément, on a une mortalité qui est plus élevée, mais voilà. Donc c'est sûr que on n'est pas dans la situation du parachute, on est bien d'accord là-dessus. Mais, j'insiste, ce qui est peut-être vrai en ce moment pour le corona, pour une population donnée, donc l'idée que des études randomisées contrôlées sauveraient plus d'individus que faire que des études observationnelles, c'est peut-être vrai en ce moment pour ce problème précis, mais il n'empêche que ces études, elles se font sur des individus, des vrais gens. C'est pas que des chiffres sur vos études que vous lisez, d'accord, et que vous critiquez. C'est des vrais gens. Et donc, je vous incite, encore une fois, à vous poser la question, à partir de quand considérez-vous pour vous-même, et a fortiori pour vos enfants, éthique d'accepter de rentrer dans un protocole avec un risque de tomber dans le bras contrôle, donc dans le bras où il y a un placebo, et à partir de quand vous décidez de plus prendre ce risque-là? À partir de quelle mortalité? Est-ce que c'est à partir de 50% de mortalité? J'espère bien qu'à partir de 50% de mortalité, vous êtes plus d'accord pour prendre le risque de tomber dans le groupe placebo, surtout si en face c'est une molécule dont on pense légitimement, avec des études précliniques sérieuses, qu'elle pourrait être efficace. Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 20%, 10%, 5%, 1%? Moi, j'ai ma réponse. J'aimerais bien connaître la vôtre, ça m'intéresse. Donc, donnez-moi la vôtre pour vous. Donc, vous répondez à la question suivante. Voilà le pourcentage en dessous duquel je suis d'accord pour rentrer dans une étude
avec un placebo, le pourcentage de mortalité en dessous duquel je suis d'accord pour entrer dans une étude avec un placebo, et donc prendre le risque d'avoir le placebo, pour moi. Et voilà le pourcentage en dessous duquel, le pourcentage de mortalité en dessous duquel je suis d'accord pour que mon enfant rentre dans une étude contrôlée, randomisée avec placebo. Vraiment, je suis intéressé par votre réponse. Et moi, s'il y a, allez, plus de 2000 vues à cette vidéo, je vous donnerai ma réponse à moi. Bye.